Oraison funèbre hier à la morgue de l'hôpital de Difa à la mémoire des soldats nigériens tombés sur le champ d'honneur suite à une attaque du groupe terroriste Boko Haram. En marge de ses obsèques, le chef d'état-major des armées s'est rendu à Bosso et à la base militaire de Karanga pour encourager les forces de défense et de sécurité dans leur noble mission. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre chef du gouvernement Birji Rafini s'est entretenu ce matin avec le représentant résident du PNUD au Niger, Fodé Ndiaye. Le chef d'état-major des armées a donc assisté hier matin à la morgue de l'hôpital de Difa aux oraisons funèbres des soldats tombés sur le champ d'honneur de la base de Karanga suite à une attaque menée par un groupe d'assaillants de la secte Boko Haram. Les images de cette cérémonie solennelle. Signalons qu'en marge de ces obsèques, le chef d'état-major des armées a effectué une série de visites à Bosso et à la base militaire de Karanga. Le compte-rendu de Abdraman Azou et Abdraman Boukari. À travers ce déplacement, il s'est donc engagé pour le chef d'état-major des armées, le général des corps d'armée Séni Garba, en compagnie du commandant de la zone de défense numéro 5 et des responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité au poste de commandement de Bosso, tout comme à la base militaire de l'île de Karamga, de l'opération GA, de témoigner une fois de plus toutes ses appréciations et félicitations à l'endroit des éléments des forces de défense et de sécurité en mission dans cette zone dans le cadre de la lutte contre la nébuleuse Boko Haram, qui grâce à leur professionnalisme, leur courage et leur vaillance ont su de manière prompte et efficace contenir tous les assauts de la secte, maîtriser l'ennemi, mais aussi et surtout démasquer et mettre hors d'état de nuire tous ses complices locaux et infiltrés. Cette mission a été également l'occasion pour le chef d'état-major des armées d'exprimer toute sa compassion à ses frères d'armes ayant trouvé la mort suite à une attaque menée par un groupe d'assaillants de la secte Boko Haram sur la base militaire de l'île de Karamga. Par ailleurs, le général des corps d'armée Séni Garba a aussi saisi cette opportunité pour adresser ses vifs encouragements aux troupes tchadiennes engagées dans le combat contre Boko Haram dans le lit du lac Tchad. Je profite de l'occasion pour remercier vivement nos invités tchadiens qui, depuis qu'ils sont là, sont en train de faire du travail remarquable. Ça nous rassure, ça rassure toute la population et je pense que votre action a été saluée partout dans le monde, pas dans la sous-région seulement. Tout le monde reconnaît votre participation active dans le cadre de l'éradication du terrorisme et notamment de Boko Haram. Vous avez fait vos preuves au nord du Mali. Vous êtes en train de faire votre preuve ici au niveau de lac Tchad. Moral. Signalons enfin qu'à Bosso, tout comme à la base militaire de l'île de Karamga, le chef d'état-major des armées, le général des corps d'armée Séni Garba, n'a pas manqué d'exhorter ses vaillants soldats à plus de vigilance afin de barrer la route à tout malveillant. L'ancien procureur de la République, Soli Abdraman, membre du Conseil supérieur de la magistrature, a saisi l'occasion d'un entretien qu'il nous a accordé pour revenir sur les accusations récemment portées à son encontre par l'opposition politique. Pour Soli Abdraman, ces affirmations de l'opposition sont fausses et sont révélatrices d'un désarroi. Nous le suivons. À travers cette déclaration, j'ai relevé un certain nombre de choses. La manie à la désinformation, une tendance à la manipulation et des incohérences dans la déclaration. La désinformation, c'est lorsque les membres de la RDR ont dit que je suis sorti en service commandé pour jeter l'opprobre sur eux. Bon, ils savent depuis toujours que moi je ne travaille pas en service commandé.
je ne suis sous les ordres d'aucun organe de presse. Des interviews, il m'est arrivé d'en accorder à tous les organes pratiquement qui, à un moment, existaient. Et je n'ai pas l'habitude de m'accrocher à un organe de presse pour accorder une interview. Chaque fois, quand je suis sollicité, si je juge utile d'intervenir, j'interviens, parce que je n'interviens pas sur tous les sujets. Alors, donc, je n'ai pas travaillé en service commandé, mais parce que j'avais été sollicité et que le sujet me paraissait d'une importance qui justifie que j'intervienne. La manipulation qui confine aussi à la désinformation, c'est quand on affirme que je suis intervenu au mépris d'une soi-disant obligation de réserve en raison de ma qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature. C'est faux. Je n'ai pas d'obligation de réserve à ce niveau. La seule obligation de réserve, c'est l'obligation de respecter le secret de délibération. Et ce n'est pas le cas ici. Il s'agit d'un débat public qui concerne la vie de l'État, qui concerne une institution de l'État. Donc je suis intervenu pour donner mon point de vue. Et j'ai le droit, au même titre que les membres de la RDN ont le droit de s'exprimer sur la Cour constitutionnelle, j'ai le droit d'intervenir aussi. Seulement la différence, c'est que moi, je ne le fais pas avec la démesure qu'ils mettent à intervenir. La manipulation et la mise en scène, c'est quand on me prête certains propos. La déclaration dit que j'ai dit que si les 10 membres de la RDR, soit dit en passant, je n'ai jamais su qu'ils étaient 10 ou 20 ou 50, si ces membres-là entreprenaient une action en justice contre leurs dissidents, les dissidents de leur formation, ils auraient gain de cause. Je dis que c'est faux. Un jour, un journaliste m'a demandé est-ce que les partis qui sont victimes de dissidence-là peuvent se plaindre contre leurs membres dissidents. Naturellement, je dis oui, parce que la justice est pour tout le monde. Tout celui qui estime qu'il a une question à défendre, il s'adresse à la justice. Mais de là à dire que j'ai dit qu'ils auront gain de cause, c'est faux. Ça, c'est on recherche une complicité quelque part ou l'aval d'une certaine opinion pour accréditer un peu sa thèse. Alors, je mets les membres de la RDR au défi de produire l'interview où j'ai dit ce qu'ils ont dit dans leur déclaration. J'ai dit que, est-ce qu'ils peuvent s'adresser à la justice? J'ai dit qu'ils peuvent s'adresser à la justice. Mais c'est tout. Ça ne veut pas dire que j'ai dit qu'ils auraient gain de cause. Moi, je ne fais pas de charlatanisme juridico-judiciaire pour dire que telle action, si vous la portez, vous aurez gain de cause. Jamais. Ensuite, il y a une certaine confusion dans ce qu'ils disent. Premièrement, ils ont accusé le président de la République de s'être émissé dans le domaine judiciaire au mépris de la séparation des pouvoirs. Ils ont employé les arguments qu'ils ont l'habitude d'employer pour dire ça. Bon. Ensuite, après ça, ils s'escriment encore à démontrer que la Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction, que ses membres ne sont pas des magistrats,
Donc, ils se contredisent. C'est une confusion volontaire parce qu'on fait feu de tout bois, on fait appel à toutes sortes d'arguments pour essayer de construire une thèse. Leurs deux arguments-là s'annulent. D'une part, ils disent que le chef de l'État s'est immiscé dans les services, dans les fonctions judiciaires. De l'autre, ils disent que la Cour constitutionnelle n'est pas une juridiction. Alors, dans quoi il s'est immiscé? En réalité, c'est le désarroi parce qu'on ne sait pas où donner de la tête. On cherche tous les arguments partout. La réalité, c'est que la Cour constitutionnelle est bel et bien une juridiction. C'est la Constitution qui le dit, c'est pas moi. Ils n'ont qu'à regarder dans cette Constitution qu'ils rabâchent à tout bout de champ. C'est dans le même titre qu'on parle du pouvoir judiciaire et c'est là-dedans qu'on parle de toutes les cours et tous les tribunaux du Niger. La justice nigérienne, c'est le même titre qui parle et de la Cour suprême, et de la Cour constitutionnelle, et de la Haute Cour de justice, etc. etc. C'est un pouvoir judiciaire. Ils n'ont pas à dénier à ces services cette qualité. C'est pas vrai. Ils disent que le procureur a agi sur ordre pour les poursuivre ou pour les faire poursuivre, pour les faire entendre. Bon, c'est normal. Le procureur, contrairement à une idée qui est répandue, parfois d'ailleurs volontairement, on sème la confusion, ce n'est pas l'avocat du gouvernement, le procureur. Le gouvernement, quand il a une affaire à défendre, il a un avocat. Le procureur, c'est l'avocat de la société. Donc, dans cette affaire, dans l'affaire du livre blanc, qu'il semble qu'on leur reproche d'avoir écrit en certains termes, c'est la société qui est en cause, c'est l'État qui est en cause. Donc, le procureur est bel et bien habilité à ordonner une enquête préliminaire pour comprendre de quoi il s'agit, pour savoir s'il y a une infraction, c'est-à-dire une faute commise contre la société, un acte susceptible de causer du désordre social et troubler l'ordre public. Il est habilité à agir. C'est en cette qualité que le procureur intervient. Ce n'est pas parce que le chef de l'État lui aurait dit de poursuivre. C'est pas bon. Et ils disent que la Cour constitutionnelle seule doit agir. Non. La Cour constitutionnelle peut s'estimer comme victime. Mais la société aussi est victime parce qu'il y a menace de désordre. Quand au cours d'une bagarre sur la voie publique, quelqu'un fracture un bras à son voisin, le voisin peut se plaindre, il peut ne pas se plaindre aussi. Mais le procureur, s'il est au fait de la question, il poursuit pour blessure involontaire ou même volontaire. Il poursuit. Donc l'un n'empêche pas l'autre. La Cour constitutionnelle est une institution de l'État. Elle concerne le président de la République comme elle concerne tous les autres citoyens. C'est à ce titre que moi je suis intervenu pour dire mon point de vue sur la question de sur ce qu'on a dit sur la Cour suprême. Et j'ai le droit de le dire. En fait, qu'est-ce qui explique cette attitude des membres de la RDR face à quelqu'un qui exerce un droit inscrit dans la Constitution, celui de jouir de sa liberté d'expression sur un problème national? Leur attitude s'explique par le fait qu'on veut simplement imposer, même à coup de manipulation, de tentatives de diabolisation et de mensonges, on veut imposer silence à tous ceux qui
peuvent, sur un problème, apporter un minimum de clarté dans la confusion qu'ils veulent semer quotidiennement. Ce n'est que ça, rien d'autre. Ils veulent clouer, excusez l'expression, le bec à tous ceux qui osent parler, mais pour ne pas croiser dans leur direction, dans le sens où eux ils parlent. Ce n'est que ça. Or, si c'est ça, effectivement, je les avertis charitablement qu'ils le font en pure perte de temps. Parce que jamais je ne me tairai lorsque j'ai quelque chose à dire sur une question qui intéresse une ou plusieurs institutions de l'État. Ce n'est pas leur diabolisation ou leur tentative même à la limite de diffamation qui vont m'arrêter. Je parlerai, mais seulement à la différence de ce qu'ils font, c'est que moi je parlerai avec mesure, avec les égards que je dois aux institutions de la République du Niger. Parce que moi, j'ai une autre idée du Niger. Leur Niger, eux, ce qu'ils envisagent, quand ils parlent du Niger, c'est en termes de menaces, de malheurs de toutes sortes. Ils ne rêvent que plaie et bosse. Ils ne parlent que guerre civile, cataclysme et autres catastrophes absolues pour un rien. Moi, je ne parle pas comme ça. Je parle de ce que je sais et avec mesure et en restant dans le cadre des lois et règlements. Je ne parle pas en désordre. Parce que leur problème, c'est qu'il faut parler. Il faut parler pour parler. On s'en fout de ce que dit la loi. Le titre 2 de la Constitution qui traite des libertés fondamentales, il les égrène, ces libertés-là, et à la fin, il est clôturé par une disposition qui dit que tous ces droits, toutes ces libertés s'exercent dans le cadre des lois et règlements. Et c'est ça, moi, mon credo, respecter la loi et essayer d'atténuer les exagérations qui vont à l'encontre des dispositions des textes. Rien de plus. Maintenant, tout le reste, ils peuvent toujours courir. Moi, je ne me tairai pas. Tant que j'aurai quelque chose à dire de sensé, je n'ai pas perdu la tête, moi, pour aller ramasser toutes sortes d'arguments n'importe où pour servir à la nation. Le Conseil supérieur de la communication est en session ordinaire au titre du mois de février 2015 depuis ce matin. À l'ordre du jour, 5 points sont inscrits, dont celui portant sur le rapport du groupe de travail chargé d'investiguer sur les exactions subies par les médias et les journalistes lors des manifestations des 16, 17 et 18 janvier 2015. Les détails avec Jouari Issaka et Issoufou Noumo. À l'ouverture des travaux de cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication, au titre du mois de février 2015, le président du Conseil supérieur de la communication a tenu à rappeler le contexte sécuritaire particulier dans lequel se trouve notre pays, notamment la guerre contre la secte Boko Haram, avant de saluer le sursaut et l'engagement patriotique des Nigériens face à cette situation. Il a présenté aux familles éplorées ses condoléances et exprimé le soutien de l'institution qu'il dirige aux forces de défense et de sécurité. Il a également appelé les journalistes à plus de rigueur dans leur travail dans un tel contexte. En effet, dans ce contexte où c'est l'existence de nos États et la vie de leurs citoyens qui sont en jeu, les journalistes doivent impérativement faire la distinction entre l'information et la rumeur. Ils doivent savoir dissocier le factuel du virtuel. Enfin, les journalistes doivent constamment faire le distinguo entre l'utile et le futile. C'est pourquoi le Conseil supérieur de la communication encourage les médias et les journalistes à garantir le droit du public à l'information,
car en informant, le journaliste peut mieux éclairer le public sur le conflit qui se cache derrière la violence et peut ainsi contribuer à le résoudre. Les conseillers auront à se pencher pendant cette session ordinaire au titre du mois de février 2015 sur 6 points parmi lesquels un retiendra plus leur attention. À propos de l'ordre du jour, le point qui mérite d'être souligné est sans conteste celui relatif à l'examen du rapport du groupe de travail chargé d'investiguer sur les exactions subies par les médias et les journalistes dans le cadre de la couverture des événements des 16, 17 et 18 janvier 2015. Il vous souviendra que le 5 février dernier, j'ai installé officiellement ici dans cette même salle le dit groupe de travail. Durant 15 jours, les membres de ce groupe ont, conformément à leurs attributions, recensé les médias et les journalistes qui ont été concernés par ces événements. Au terme de leurs investigations, le groupe de travail a dressé un rapport qui comporte des constats et des recommandations susceptibles de nous permettre de résoudre définitivement, je l'espère bien, le problème relatif aux exactions que subissent les médias et les journalistes nigériens au cours de la couverture des manifestations publiques. Je vous demande donc à examiner avec beaucoup d'attention le rapport de ce groupe de travail afin de faire des propositions concrètes. Ils se pencheront également sur le procès verbal de la session ordinaire de janvier 2015. Ils auront à échanger des informations sur l'avis du Conseil supérieur de la communication durant la période de l'intersession, à examiner des rapports du Conseil de presse et du rapport du monitoring de la direction du pluralisme, de la déontologie et de la publicité. Dans le cadre du contrôle des différentes réalisations faites au Niger à travers des projets, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, a dépêché une mission dont le rôle est de constater de visu l'aboutissement de son programme et les résultats obtenus dans les différents centres où il intervient. Récit Ismaël Daouda. Cadre stratégique adopté par les dirigeants africains, le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique NEPAD est créé en 2001 par le 37e sommet de l'Union africaine pour combattre la pauvreté et le sous-développement dans le continent. L'autonomisation des femmes à travers le renforcement de véritables partenariats au niveau des pays en est un de ses objectifs. Au Niger, il intervient pour le financement de l'équipement de 4 blocs opératoires, des centres de référence de fisticules obstétricales à Maradi, Zander, Tawa et celui de Niamey, dont l'encadrement est assuré grâce à son partenariat avec l'ONG Jimol, un centre qui reçoit les femmes fistuleuses et les oriente dans le centre national de référence. Blocs opératoires, un à Niamey, un à Maradi, un à Tawa et un à Zender. Donc pour ce qui est de Niamey, nous avons été sur le terrain pour constater la bonne utilisation de ce matériel-là et également voir les résultats que nous avons obtenus depuis. Et nous avons été satisfaits d'entendre que depuis mars de l'année dernière, date de la réception du matériel à aujourd'hui, 164 femmes ont recouvré leur dignité. Donc ils ont été opérés de la fistule et ont recouvré leur dignité. Alors après l'opération, nous n'arrêtons pas l'opération, nous allons au-delà. Nous faisons également, toujours avec l'ONG DIMOL, de l'accompagnement pour la réinsertion socio-économique de ces femmes-là. Et nous sommes vraiment satisfaits de ce que nous avons vu sur le terrain. Nous avons bénéficié de l'appui du NEPAD à travers un financement de l'AECID. Et c'est un financement qui a touché plusieurs projets. Les projets de formation et de sensibilisation sur le genre, à savoir la lutte contre les VIH-Sida, la lutte contre les mariages précoces et cancers. Deuxième projet, c'était un projet de formation et de sensibilisation sur les droits de la femme. C'est sur l'aboutissement ou bien le plaidoyer sur le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et le troisième projet, c'est celui qu'on vient de voir, l'équipement du bloc opératoire et la réintégration sociale accompagnée des femmes guéries de la fistule. Ensuite, le NEPAD, grâce à son partenariat avec la coopération espagnole et le Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme,
a financé le projet d'appui à l'autonomisation socio-économique de 350 femmes artisanes dans les domaines de la vannerie, la maroquinerie, la broderie textile, la poterie. Dans toutes les régions du pays, donc nous avons été agréablement surpris d'entendre que le SAFEM, à travers l'appui NEPAD et Fonds de coopération espagnol, intervient dans les 8 régions du Niger. Et donc ça c'est vraiment très très bien, nous tenons à les féliciter. C'est un projet qui vise vraiment à contribuer à pousser les femmes à une autonomisation socio-économique et à réduire aussi les inégalités économiques et sociales pour que les femmes puissent avoir des ressources pour s'occuper de l'éducation, de la santé des enfants et de la famille en général. Ces projets étant en phase finale de leur exécution ont constitué l'objet de la visite effectuée par la mission dépêchée par le secrétaire exécutif du NEPAD pour constater de visu l'aboutissement de ce programme et les résultats obtenus. Ainsi, les constats à Niamey et à l'intérieur du pays donnent un résultat satisfaisant. Donc au total, nous sommes satisfaits de cette mission. Nous allons rentrer et rendre compte au secrétaire exécutif, Dr Mayaki, et nous allons voir dans la mesure du possible, avec la coopération espagnole, malgré les difficultés économiques en Espagne, continuer d'appuyer les programmes de développement, comment nous pouvons continuer cette coopération. Pour l'aboutissement de ces projets, l'Espagne a accompagné le NEPAD à travers un fonds dénommé Fonds Espagne-NEPAD pour l'émancipation des femmes. Et vu les résultats enregistrés, la coopération espagnole continuera à maintenir ses engagements à travers divers projets et actions pour que l'émancipation de la femme soit une réalité. Le NEPAD est donc une vision et un cadre stratégique pour la renaissance de l'Afrique et particulièrement du Niger, car ses actions dans les différents centres de traitement des femmes fistuleuses et dans les centres d'apprentissage de l'artisanat, les femmes ont trouvé de nouvelles visions, la réintégration sociale et l'autonomisation économique qui vont du coup améliorer leurs conditions de vie.